Mais il faut l'avouer aujourd'hui que la CEDEAO est une organisation qui n'a pas son indépendance. La CEDEAO n'a pas sa capacité de résoudre les crises profondes qui assaillent les différents États qui la composent. C'est dans cette situation que nous assistons à cette dislocation. Donc moi je pense que c'est important que la CEDEAO arrive à comprendre qu'elle est obsolète. Elle doit être aujourd'hui réformée, voire même elle doit être dissoute pour essayer de mettre en place là une autre organisation sous-régionale pour répondre aux préoccupations légitimes des différents peuples qui composent les États de l'Afrique de l'Ouest. Bienvenue dans cette première partie où nous explorons un des conflits les plus critiques en Afrique de l'Ouest. Les tensions grandissantes entre l'Alliance des États du Sahel, AES, et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Alors que l'AES rejette catégoriquement la prolongation du délai de retrait imposé par la CEDEAO, des accusations de manipulation extérieure et de déstabilisation émergent. Pourquoi ces tensions ont-elles atteint un tel niveau? Quels sont les enjeux pour les populations et les États membres? Dans cette vidéo, nous décortiquons les raisons de cette discorde, les implications politiques et sécuritaires, ainsi que les conséquences pour la région. Préparez-vous à une analyse complète de cette situation complexe. On l'a dit, un délai de 6 mois rejeté. Pourquoi? Eh bien, Baba, on te laisse la parole. Oui, effectivement, donc ce rejet a été très rapide et très catégorique de l'AES. Alors nous allons le voir en 3 points. D'abord, le rejet catégorique de la prolongation, les accusations de déstabilisation et la mise en état d'alerte maximale. Alors, concernant le rejet catégorique de la prolongation, l'AES a rejeté le délai de 6 mois accordé par la CEDEAO pour le retrait de l'organisation. Les dirigeants de l'AES considèrent cette décision comme déjà unilatérale et une tentative de freiner leur démarche souverainiste. Ils affirment que leur décision de quitter la CEDEAO est irrévocable, et ça depuis l'année dernière, et ne saurait être remise en question parce qu'ils perçoivent comme des manœuvres extérieures. Alors, les accusations de déstabilisation, l'AES dénonce ce qu'elle considère comme des tentatives de déstabilisation orchestrées par la France avec le soutien de certains dirigeants de la sous-région. C'est ce que disent les chefs de l'AES. Donc, ils accusent une poignée de chefs d'État au sein de la CEDEAO d'imposer des agendas étrangers à l'organisation. Ils soupçonnent également des opérations de réorganisation de groupes terroristes dans certaines zones frontalières avec l'appui présumé d'États étrangers. Alors, pourquoi cette mise en état d'alerte maximale qui est le troisième point? Face à ces menaces perçues, l'AES a décidé de mettre ses forces de défense et de sécurité en état d'alerte maximale. Cette mesure s'accompagne de la désignation de l'espace confédéral de l'AES comme un théâtre unique d'opérations militaires. Donc la zone géographique est un théâtre unique d'opérations militaires pour renforcer la coordination défensive. Les populations des 3 États sont également appelées à redoubler de vigilance et à signaler tout comportement suspect. Donc cette situation témoigne de l'intensification des tensions entre l'AES et la CEDEAO, ainsi que des suspicions persistantes envers l'influence française dans la région. L'avenir dira si ces mesures conduiront à un apaisement ou à une escalade des tensions régionales. Donc voici un peu le contexte. Exactement. Merci beaucoup Babadem d'avoir planté le décor comme on aime ici sur le plateau. Alors on va vous donner la parole. D'abord je vais prendre un téléspectateur, c'est important. Alors on dit on est en droit d'être suspicieux vis-à-vis de la CEDEAO qui ne joue pas franc jeu depuis la création de l'AES et même avant. Donc forcément, c'est complètement en lien avec ce que tu dis, Baba, la confiance, il n'y a plus de confiance. Et malheureusement, certains actes de la CEDEAO font que l'AES, les pays de l'AES et même les pays membres, certains pays membres de la CEDEAO n'ont plus confiance en cette organisation. Vous en pensez quoi par rapport à ce refus des 6 mois des pays de l'AES? Oui, je pense que c'est dans la suite logique des événements. Si nous prenons la position de l'Alliance des États du Sahel depuis le début, face à la position de la CEDEAO, c'est une position tranchée. La fissure, elle est déjà là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est important que la CEDEAO puisse accepter de discuter avec les États du Sahel pour qu'enfin qu'une solution de sortie de crise soit trouvée. La menace, elle existe, elle est là. Si nous prenons certains pays africains,
comme le Sénégal, comme le Tchad, ils ont décidé de fermer les bases militaires sur place. Et aujourd'hui, nous constatons avec la sortie récente du président nigérian, Abdourahmane Tiani, concernant la réorganisation des bases militaires en Afrique, il accuse l'État français d'installer des bases militaires en Guinée, au Bénin et un peu partout. Donc c'est une logique pour les États du Sahel, une logique de déstabilisation orchestrée par la puissance étrangère qui est la France. D'accord. Donc je reprends, merci beaucoup, je reprends vraiment le commentaire qui dit comme quoi effectivement le temps et surtout les actions qu'ont pu mener la CEDEAO font qu'aujourd'hui, clairement, ils sont suspects, ils sont douteux. Oui, et effectivement, donc pour rebondir un petit peu, et je vais peut-être un peu me permettre de faire une suite logique sur ce qui vient d'être dit. En fait, on se place dans une logique d'une perte de confiance qui est déjà là, qui a plus ou moins été actée, qui a plus ou moins été servi comme fondement même à la création de l'AES, perte de confiance vis-à-vis de la CEDEAO et de ses dirigeants, qui ont donc toujours été plus ou moins qualifiés comme étant des vassaux un petit peu des pays occidentaux. Donc moi je dirais que ce refus un petit peu de la prolongation des 6 mois se place dans une suite logique et vient plus ou moins n'être qu'une conséquence au final d'un positionnement qui est là depuis la création de l'AES. Mais est-ce qu'on s'y attendait à ce refus? On pouvait s'y attendre dans le sens où la position a toujours été tranchée. L'AES a toujours refusé de manière catégorique de collaborer avec la CEDEAO. Mais est-ce que cette réaction, effectivement, on pouvait s'y attendre effectivement à un refus, mais là c'est un refus et en plus on organise nos armées autour des frontières, on se dit que la tension est maximale et qu'il faut se préparer. Donc là on est vraiment à un autre niveau, Baba. C'est surtout ça, hein, parce que si on voit bien le communiqué, il y a quelque chose qu'il faut vraiment pointer du doigt, c'est qu'ils soupçonnent également des opérations de réorganisation des groupes terroristes. Et au-delà de ça, la réaction a été rapide parce que quand eux ils ont fait leur demande de retrait de la CEDEAO, ça date d'il y a 1 an. Les textes de la CEDEAO donnent 1 an. C'est pour ça qu'on est allé jusqu'au 15 décembre pour acter. Et bizarrement, ils ont prolongé de 6 mois en sachant que ces différentes armées, en tout cas, ces différents États aussi ont leurs propres renseignements. Et je pense qu'ils ont vu, parce qu'un président ne va pas devant la presse pour dire des choses qui seraient fantaisistes. Et quand tu parles de la présidence, tu parles du président Tiani, mais avant même Tiani, il y avait déjà eu au mois de mars dernier la sortie de Ibrahim Traoré là-dessus également, qui expliquait ouvertement ce qui se passait sur le terrain. Et surtout aussi les arrivées de certains, on se rappelle aussi de l'attentat entre guillemets de Bamako, c'est même pas entre guillemets, l'attentat qui a eu lieu à Bamako, où on disait carrément que ça venait de l'influence extérieure. Donc là, ce qui a été plutôt troublant, c'est la réaction rapide, parce qu'ils auraient pu dire vos 6 mois. Oui, on laisse passer. Mais c'est vrai, on laisse passer, on verra ce qui arrivera, quoi qu'il en soit, nous, notre décision, elle est ferme. Mais non. Non, et là, ils ont des actes, et puis les pays sont nommés. Hein. Ils parlent du Bénin, ils parlent du Nigeria, et ça fait un moment qu'ils parlaient de ces deux. Donc ils ont des actes précis, et ils se disent, est-ce qu'ils ne profitent pas de ces 6 mois pour acter quelque chose? Pour le coup, je prends le commentaire d'un téléspectateur. Bien entendu que les 6 mois correspondent au temps de préparation de plusieurs coups d'État. Vous en pensez quoi? Je rappelle juste la dernière fois quand on disait, même sur ce plateau, dans les coulisses, on avait entendu dire que 6 mois est suffisant pour changer des têtes. Voilà, donc est-ce que c'est un scénario pour vous que vous considérez comme plausible, docteur? Oui, il faut savoir que la situation elle est extrêmement grave. Les tensions sont tendues entre les deux tendances. Mais il faut l'avouer aujourd'hui que la CEDEAO est une organisation qui n'a pas son indépendance. La CEDEAO n'a pas sa capacité de résoudre les crises profondes qui assaillent les différents États qui la composent. C'est dans cette situation que nous assistons à cette dislocation. Donc moi je pense que c'est important que la CEDEAO arrive à comprendre
qu'elle est obsolète. Elle doit être aujourd'hui réformée, voire même elle doit être dissoute pour essayer de mettre en place là une autre organisation sous-régionale pour répondre aux préoccupations légitimes des différents peuples qui composent les États de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez utilisé un mot en disant on n'a pas la capacité. Est-ce que c'est une question de capacité ou une question de volonté ou une question tout simplement d'objectif? Est-ce que l'objectif de la CEDEAO, c'est de résoudre les problèmes des peuples, le problème des membres de la CEDEAO? Est-ce que c'est vraiment l'objectif? Peut-être que c'est... Oui, je pense que non seulement parce que nous constatons que la CEDEAO n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Ils se sont fixés des objectifs de pouvoir faciliter les retours à l'ordre constitutionnel des États dans lesquels les coups d'État ont eu lieu, mais on a constaté qu'ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Ils n'ont pas apporté les soutiens financiers et techniques pour accompagner ces différents pays pour sortir de cette situation. Je pense qu'elle est obsolète aujourd'hui. Elle doit être dissoute pour essayer de mettre en place là une autre organisation sous-régionale qui va rassembler davantage les peuples africains, les États de l'Afrique de l'Ouest pour pouvoir répondre aux préoccupations légitimes de la population locale. C'est effectivement un point de vue qui est largement partagé. Donc je réitère bien entendu que les 6 mois correspondent au temps de préparation pour plusieurs coups d'État. Effectivement, donc j'aimerais un petit peu rebondir sur cette situation d'alerte maximale. Effectivement, je pense que c'est quelque chose qui est pas totalement anodin. Donc je pense que cette annonce vise à la fois 2 choses. D'une part, à vraiment sécuriser toute une région et déjà prévenir un petit peu les populations, mais surtout à envoyer un message très fort, n'est-ce pas? Un message très fort à la fois aux pays occidentaux, mais surtout par rapport aux voisins. Parce que si on regarde bien la déclaration de Tiani, du président Tiani, hier, il y a quand même un certain nombre de relations plutôt fracassantes. De prime abord, on pourrait penser effectivement que la menace vient principalement de l'Occident, mais effectivement, il n'a pas hésité d'ailleurs à un petit peu ouvertement critiquer un petit peu le rôle de la France et même de l'Union européenne dans l'inaction de l'Union européenne sur ce qui se fait au niveau de la région. Mais on a encore un certain nombre d'éléments supplémentaires. On parle notamment au rôle du Bénin, supposé du Bénin, du moins que le président Tiani a avancé avec l'achat d'un certain nombre de drones chinois pour déstabiliser plus ou moins toute la zone et aider un certain nombre de groupements terroristes. On pense également au Nigeria. Pour le Bénin, c'est quand même étonnant parce que quand on voit la position du Bénin en disant comme quoi on veut travailler avec les pays de l'AES, il y a une sorte d'accalmie qu'il y a. Donc finalement, c'est quoi? N'oubliez pas qu'ils ont employé le mot hypocrite. Oui. Et je pense que c'est le Bénin qui est le plus visé dans ça. C'est vrai que Talon, en tout cas, le discours de Talon il partait dans l'ouverture, dans la coopération. C'est pour ça que c'est étonnant. Et c'est vrai que quand on entend le président Tiani ou même les autres membres, pour eux, c'est de l'hypocrisie en fait. Donc, ouais. D'accord. Donc, on revient et donc vous êtes clair et êtes-vous d'accord sur ce point-là, à savoir que la CEDEAO n'avait aucun objectif, aucune volonté de faire en sorte que ces 6 mois seraient utilisés dans l'objectif de trouver un consensus. Moi, je refuse d'y croire, dans le sens où je pense qu'il faut aussi pouvoir se rappeler qu'au sein de la CEDEAO, il y a une multitude de positions. Il y a quand même un certain nombre d'émissaires, notamment, je pense notamment du côté du Sénégal et puis même du côté du Togo, qui avaient vraiment intérêt à ce que les pays de l'AES coopèrent de manière totalement transparente et de la manière la plus efficace, même avec l'AES, qui est vraiment une bonne entente. Mais après ça, on a également un certain nombre de pays qui ont des positions de manière... une position beaucoup plus tranchée vis-à-vis même de l'AES. Donc en soi, on suit vraiment toujours cette même logique, sauf que le président Tiani a amené un certain nombre d'éléments complémentaires qu'on n'avait pas nécessairement. Donc je pense que c'est toujours une même logique. Effectivement, donc on l'a dit, est-ce que vous considérez que depuis donc finalement ce délai donné aux pays de l'AES, la menace s'est amplifiée? Parce que pour le coup, pour eux, ils allaient sortir en janvier 2025. On n'a pas parlé de mettre en place un système de sécurité autour des frontières. L'AES n'en a pas parlé, mais là, on leur propose 6 mois et tout de suite, état d'alerte maximum. Il faut absolument s'organiser parce qu'il y a des coups d'État où il y a des choses qui se manigancent autour de nos pays, autour des pays de l'AES. Oui, moi, je pense que la CEDEAO essaye d'appliquer une diplomatie obsolète. Parce que le président Bassirou Diomaye Faye
juste après son élection, il est devenu déconnecté de la situation sous-régionale. Il a été choisi comme médiateur pour régler la crise, mais moi, je n'ai pas compris sa position dès son premier jour au sein du sommet de la CEDEAO. Parce que moi, je pensais qu'il allait tout de suite dégager une position. Parce qu'au sein de la CEDEAO, avant l'arrivée de l'AES, des États du Sahel, il y avait des positions. Il y avait les pro-CEDEAO qui étaient là pour soutenir la position de la CEDEAO. Il y avait maintenant une tendance qui s'est dégagée pour mettre en place l'alliance des États du Sahel. Et je pense que juste après l'arrivée de Bassirou Diomaye Faye, parce qu'il était légitime, on attendait beaucoup de lui. Je pense qu'il allait, dès son premier arrivée, il allait tout de suite dégager une troisième tendance. Dans ce cas, il devait... Une troisième tendance, laquelle par exemple? Tout de suite dire que non, il n'en est pas question de réformer aujourd'hui la CEDEAO. Elle doit être dissoute pour essayer de mettre en place ils n'ont jamais parlé de dissoudre. Ils parlent toujours de réformer la CEDEAO. C'est ce que j'ai dit. Il est déconnecté. C'est pour cela qu'il n'a pas eu tout de suite l'accompagnement des pays de l'AES. Parce que s'il arriver à favoriser ou à prendre l'ampleur pour que la décision ou la proposition de dissoudre la CEDEAO, tout de suite, il allait être soutenu par les pays de l'Alliance du Sahel. Mais est-ce qu'il souhaite être soutenu par les pays de la CS ou les pays de la CEDEAO? Oui, il allait être soutenu parce que tout de suite, les pays du Sahel allaient comprendre là, il était de bonne foi pour faire revenir. Parce que c'est une question d'abord d'essayer de... Parce que la CEDEAO était complètement désorganisée. Il fallait donc désorganiser complètement la sous-région et ensuite proposer une solution. Une troisième solution. Et cette solution allait facilement trouver consensus, l'union entre les États membres pour trouver... Baba, je vais te laisser la parole. Pour le coup, c'est une vraie question qu'il pose. C'est un vrai sujet qu'il pose. À quoi servent le président Diomaye Faye et Faure Gnassingbé? C'est-à-dire qu'ils sont censés être des médiateurs. Quand ils voient tout ce qu'il se passe, quand ils entendent les différents chefs d'État de l'AES prendre la parole et dire concrètement ce qu'il se passe, en tout cas d'après leurs informations, et pour le coup ils ont des informations très précises. Moi je reprends encore une fois le discours du président Tchiani qui est très précis. Il est très précis ce discours-là. Il donne des informations concrètes, des positions concrètes, des objectifs concrets sur la base de ses renseignements généraux, sur la base des informations qui lui viennent. Et vraiment j'insiste et je le dis aux téléspectateurs, allez regarder donc la prise de parole de M. Tchiani qui est très claire. Maintenant, est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on n'est pas d'accord, mais en tout cas, les informations sont données. Donc, quel est le rôle de Bassirou Diomaye Faye? Quel est le rôle de Faure Gnassingbé? Sont-ils complices de la CEDEAO? Sont-ils peut-être, malheureusement, au milieu sans savoir trop où aller? Ou au contraire, ils ont un plan clair, net, précis qu'on va découvrir dans très peu de temps? Non, ils ont un plan très net, précis, mais pour en revenir, je trouve qu'il a été un peu loin dans sa façon. Pour terminer sur ce sujet. Un peu en parlant de déconnecter, c'est que si on écoute bien Bassirou Diomaye Faye au début, et c'était même pendant sa campagne électorale, pour lui, c'est réformer la CEDEAO de l'intérieur avec ces pays de l'AES, les pays de l'AES, et il a dit même en campagne électorale avant d'être président. Une fois qu'il a été président, il faut bien regarder sa démarche. Ce sont tout de suite les présidents lors de son premier, c'était en février, je pense. Non, c'était, je sais plus, c'était quand, au mois de mai, voilà. Lorsqu'il est parti à la rencontre des membres de la CEDEAO, c'est presque comme si on l'avait forcé, mais on s'est dit, tiens, en tant que médiateur, il faut y aller avec Faure, qui avait aussi, qui était quand même, je ne vais pas dire conciliant, mais qui fut l'un de la CEDEAO à être avec... l'un des plus proches des pays de l'AES. Et donc, pour le président Diomaye Faye, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui peut en être. Donc pour moi, c'est juste ce qu'on appelle une prise de contact, savoir. Et pour le savoir, ils ont été dans ces deux pays, que ce soit le Mali et c'était le Burkina Faso. Ils ont eu des discussions, même si on n'a pas les teneurs des discussions. Mais c'est juste une évaluation. Mais c'est ce qui est problématique, moi je pense. Non, c'est une évaluation. Oui, c'est une évaluation. Après, j'ai écouté aujourd'hui. Oui. Bon, c'est tout net. Aujourd'hui, la déclaration de politique générale de Ousmane Sonko et sur ce qu'on appelle la géostratégie, en tout cas par rapport à la CEDEAO.
Et laissons le temps de faire leur... Moi, je leur donne... Pour le coup, le temps imparti est écoulé, c'est-à-dire qu'ils auront... Non, mais en tout cas, il y avait les 1 an, ensuite là, il y a eu les 6 mois, mais la ES refuse les 6 mois. Donc finalement, et moi j'insiste sur la question, qu'ont-ils changé, qu'ont-ils apporté non, ils n'ont les pas deux eu le présidents temps. Non, ils n'ont pas eu le temps. Et pourquoi finalement accepter la deuxième mission? Moi, je pense qu'on a quand même... il y a quand même des points positifs de la part de ces modérateurs. Non, je dirais qu'il y a des points quand même assez injustes qui sont quand même faits vis-à-vis du Sénégal et du Togo. Je pense que ce qui a été dit, c'est que le Sénégal et le Togo n'ont pas nécessairement joué cette troisième voie, mais au contraire, moi je pense que justement cette troisième voie, il la joue, il la porte. L'idée c'était de toujours avoir une posture un petit peu du 8 mai, donc un petit peu du consensus, et c'est vraiment une posture qui semble porter dans le sens où... Est-ce que ici sur le plateau, Cyril, est-ce que sur le plateau ici, tu peux nous dire clairement c'est quoi cette troisième voie? Est-ce que tu peux nommer... Cette troisième voie... Il y en a beaucoup qui ont du mal à la comprendre. Cette troisième voie consiste à ne pas partir sur une rupture totale, n'est-ce pas, des liens qui sont là entre ces différents peuples. Ce que l'AES prône. Moi, je pense que... L'AES le prône déjà, ça. Il faut toucher du doigt de la réalité du terrain. Aujourd'hui, les peuples africains, y compris le peuple de l'Afrique de l'Ouest, cherchent l'indépendance. Et l'indépendance, on sait que la CEDEAO, c'est une organisation sous-régionale qui n'est pas indépendante, qui n'a pas ses capacités politiques et financières pour mener ses actions et ses objectifs, pour atteindre ses objectifs. Et aujourd'hui, c'est pour cela que les peuples africains, à la base, réclament cette dissolution de la CEDEAO. C'est nécessaire et c'est fondamental pour nous permettre de rediscuter et de mettre en place une organisation sous-régionale qui va favoriser le libre-échange pour ne pas que ce soit dans les textes, mais que ce soit applicable sur le terrain. Favoriser, créer un cadre commercial entre les pays ouest-africains. Créer un cadre sécuritaire entre ces différents États. Parce que la sécurité sous-régionale, elle ne doit pas être prise de façon individuelle dans chaque pays. Mais je pense que c'est important aujourd'hui de se désolidariser complètement des puissances européennes, étrangères. Il faut aller vers d'autres pays pour essayer vraiment de ce dont parle la réforme. Hein. Moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis pour la position de la dissolution, pour que le mot CEDEAO soit effacé. Mais s'il y a une reformule... Est-ce que si, pour le coup, peut-être que Diomaye Faye, quand il parle de reformation... La troisième voie, ça sera ça. Réformer la CEDEAO, c'est peut-être ça. C'est-à-dire que le financement de la CEDEAO soit entièrement financé par les Africains pour avoir leur autonomie, leur indépendance, leur souveraineté. Oui, moi je pense que c'est important. C'est important aujourd'hui, c'est pas de réformer. Il faut dissoudre la CEDEAO pour mettre en place une autre organisation et aller vers le BRICS par exemple, parce que nous sommes en train d'évoluer. C'est important aujourd'hui que l'Afrique de l'Ouest soit réorganisée. Mais indépendante. Oui, indépendante. Voilà. Et c'est pour cela, parce que nous avons des ressources financières et minières qui nous permettent vraiment d'avancer et de prendre le développement et d'aller en avant. Donc pour vous, vous êtes sur une dissolution, une nouvelle organisation et éventuellement les BRICS. Ouais. Pour vous, pour le coup, finalement, ça rejoint un petit peu ce que souhaite Diomaye Faye, à savoir réformer, financer entièrement donc l'institution par les Africains, avoir des nouveaux objectifs et éventuellement peut-être, pourquoi pas le laisser de côté les objectifs politiques et finalement se concentrer sur les objectifs économiques, parce qu'à la base la CEDEAO c'était peut-être ça au début, et laisser le côté politique à chacun des pays éventuellement. Maintenant c'est vraiment une question... Oui, moi je pense que les deux questions vont ensemble. Les questions économiques et les questions politiques vont ensemble. C'est pour cela qu'il est aujourd'hui crucial de dissoudre cette CEDEAO, de mettre en place une nouvelle organisation qui va avoir des nouveaux objectifs, des nouvelles attributions dont les peuples africains doivent se retrouver dedans, et nous aurions la capacité intellectuelle, parce qu'aujourd'hui nous avons les ressources nécessaires pour mettre en place une organisation sous-régionale qui va répondre aux préoccupations. Je vais terminer rapidement avec un dernier commentaire de la part d'un téléspectateur. Qui veut la paix prépare la guerre. Aucune négociation avec la CEDEAO. Soutien total à l'AES. Vive Assimi Goïta, vive Ibrahim Traoré, vive Abdourahmane Tchiani, vive l'Afrique libre.
libérés depuis la RDC. C'est intéressant, c'est-à-dire que, encore une fois, on voit le soutien de différents pays africains, de différents peuples africains derrière les pays de l'AES. Donc bon, voilà, on va s'arrêter là. C'était juste un tour de table concernant ce point-là. Dans cette première partie, nous avons mis en lumière les désaccords fondamentaux entre l'AES et la CEDEAO, marqués par des soupçons de manipulation extérieure et une quête renouvelée de souveraineté régionale. Les mesures drastiques, comme la mise en état d'alerte maximale des forces de l'AES, reflètent l'ampleur des tensions. Ces événements soulignent un tournant critique pour l'Afrique de l'Ouest. Restez avec nous pour la prochaine partie, où nous explorons une autre crise stratégique, les tensions entre le Niger et la France autour de l'uranium.